Bonjour à tous, bienvenue dans la famille en question. Les étudiants ont fait leur rentrée il y a quelques semaines, parfois loin de chez eux. Fini le cocon familial, chacun doit se retrouver un chez-soi. Et parmi les solutions les plus en vogue aujourd'hui, le foyer étudiant fait figure de premier de la classe. L'Église n'est pas étrangère au phénomène. Dans de nombreuses villes de France, les paroisses et les communautés religieuses proposent aux étudiants un hébergement en foyer. Quelles sont les raisons de ce succès ? Qu'est-ce qu'un foyer catholique peut apporter de différent? Nos invités sont là pour nous en parler. Julian Pregescu, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre assomptionniste et responsable d'une communauté assomptionniste qui accueille des étudiants à Cachan. Anne-Marie Givel, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu pendant 1 an au foyer Sainte-Thérèse de la Roche-sur-Yon et vous nous raconterez donc ce que vous y avez vécu. Jean-Louis Bavoux, merci de nous être fidèles chaque semaine, ou presque. Vous êtes diacre et vous nous donnerez votre éclairage spirituel en fin d'émission. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir un tout nouveau foyer parisien, flambant neuf. Christophe Gosselin est allé découvrir cette nouvelle maison de la paroisse Saint-Léon. Originaire d'Angers, Thomas, 18 ans, vient tout juste de faire sa rentrée en première année de droit et gestion à l'Université Dauphine à Paris. Il fait partie des 80 jeunes qui ont choisi de vivre cette année à la maison Saint-Léon. Dans ce véritable paquebot flambant neuf, la vie quotidienne s'organise par étages. Les 3 premiers pour les garçons, les 2 derniers pour les filles. Chaque chambre est équipée d'un mobilier fonctionnel, lit, bureau, armoire, étagère, ainsi qu'une salle de bain. Venant de province, pour la première année à Paris, c'est plus sympa d'être dans un cadre collectif où on n'est pas tout seul, où on a un peu des repères, des gens qui peuvent nous aider si on a un problème, de ne pas être tout seul, de rencontrer d'autres gens aussi. Chaque soir, Thomas retrouve donc ses nouveaux camarades qui, comme lui, ont emménagé début septembre. L'occasion pour beaucoup de ne pas se retrouver seuls après les cours. Y a plutôt une bonne ambiance en général parce que les gens essayent de faire connaissance et de se faire de nouveaux amis, mais on ne voit pas tout le monde non plus parce que chacun a ses horaires. On vient un peu de la France entière, de tous les endroits, du coup chacun a sa région, ses histoires, chacun fait des études un peu différentes sur Paris et donc c'est des gens en général assez différents les uns des autres. Et là, j'ai mon voisin qui vient du Maroc, j'en ai un autre qui vient d'Allemagne, il y en a qui viennent de l'île Maurice, de la Guadeloupe. C'est assez varié en fait. Vivre à la maison Saint-Léon n'est pas véritablement un avantage financier. Pour le même prix, 630 € par mois, Thomas pourrait vivre seul dans une petite chambre de bonne au 6e étage sans ascenseur. Déjà, c'est un foyer, donc on est en groupe, donc c'est plus sympa que d'être tout seul dans sa chambre d'étudiant, à mon sens. Ensuite, il est neuf, donc je pense que ça se paye aussi, c'est agréable. Donc, en fait, vous leur envoyez un mail et la semaine, on doit être rentré pour 11h jusqu'au vendredi soir. Et le samedi, c'est jusqu'à minuit. Et en fait, comme ce foyer est neuf, ça marche par badge électronique au niveau de la porte d'entrée, au niveau des chambres. Et donc, si vous venez à 11h02 en semaine, eh bien, la porte ne s'ouvre pas. Moi, c'est la méthode 2. J'ai un peu de liberté, mais pas trop. Outre la vie fraternelle, la maison Saint-Léon offre aux jeunes une ouverture spirituelle et un engagement pastoral. Nous avons décidé, ce projet assez innovant, de construire un foyer pour étudiants en lien avec la paroisse. Vous voyez, il est tout près de l'église. Donc c'est un foyer d'étudiants, c'est un foyer paroissial pour étudiants, où ils s'engagent à avoir une vie intérieure de convivialité, d'entraide, de travail bien sûr, de respect des uns des autres, mais aussi avec un petit engagement à l'intérieur de cette paroisse. La maison Saint-Léon n'est donc pas juste une solution pour étudiants sans logis. On entre ici par choix, en acceptant la charte de vie et en prenant sa place pour un épanouissement personnel et pour le bon fonctionnement de toute la maisonnée. Anne-Marie, le témoignage de Thomas vous rappelle-t-il de bons souvenirs? Oui, tout à fait. Oui, la première année en foyer, c'est vraiment une année où on peut se faire des amis, où on vit beaucoup de choses ensemble. Et vraiment, j'ai passé une super année, moi, à ma première année de foyer, malgré le fait qu'on soit 40 à vivre ensemble quotidiennement, à faire notre nourriture ensemble, à vivre dans la proximité, parce qu'on a des chambres qui se touchent un peu. Mais il faut apprendre à vivre un peu en société avec les autres,
mais c'est aussi, ça porte beaucoup de fruits. Vous étiez en première année de biologie quand vous avez fait ce choix de vivre en foyer. Qu'est-ce qui vous a attiré au départ? Alors au départ, donc j'arrivais dans une ville que je connaissais pas, où je connaissais très peu de personnes. Et donc ma première idée, c'était de me faire des amis là-bas. Et puis d'avoir un cadre aussi au niveau spirituel. On avait une chapelle qui était à côté vraiment tout près de nos chambres. On pouvait y passer du temps quand on voulait. L'adoration était proposée souvent. On avait des messes régulières, des prêtres qui vivaient à côté de nous, qu'on pouvait rencontrer quand on le voulait. Et donc c'était vraiment un cadre un peu idéal, je trouvais, pour s'épanouir pendant notre première année d'études. Matériellement, comment les choses étaient organisées là? On voit dans le reportage un foyer flambant neuf, magnifique. Est-ce que c'était comme ça aussi au foyer Sainte-Thérèse? J'ai eu de la chance, oui, c'est vrai que les locaux étaient vraiment sympas. On avait chacun une grande chambre avec notre salle de bain, nos toilettes. Donc c'était super, c'était très moderne. On avait une grande cuisine avec de quoi faire notre cuisine. Alors c'est vrai que quelquefois on manquait un peu de plaques électriques et il fallait faire un peu la queue pour faire chauffer nos plats. Mais bon, ça faisait partie aussi de la vie ensemble. Puis c'était des bons moments, la préparation des repas, parce qu'on était tous là dans la cuisine. Chacun préparait ses petits plats. Et parfois, du coup, on faisait des repas ensemble aussi. Et donc voilà, et on avait aussi 2 salles de travail avec des ordinateurs. Donc ça, c'était intéressant. Et puis une salle un peu de vie avec une télé qui marchait une fois sur 2. Mais voilà, c'était aussi pour se retrouver ensemble. Juliane, de plus en plus de foyers catholiques s'ouvrent dans les différentes villes de France. En quoi les assomptionnistes ont-ils un rôle à jouer sur ce terrain-là? Il me semble qu'il y a une tradition un petit peu chez vous. Pour nous, ça fait déjà au moins une quarantaine d'années que nous avons cette expérience à la suite de ce que nous avons avant les alumnats, les petits séminaires, où nous avons toujours essayé de porter ce souci de la présence de l'Église dans le monde des jeunes et puis aussi surtout pour que il y a tout ce travail d'accueil, de discernement des vocations, accompagnement des vocations. Donc là, nous avons plusieurs maisons dans l'Hexagone en France, à Lille, à Strasbourg, là je suis à Cachan, à Toulouse, où nous accueillons des étudiants dans notre communauté. C'est-à-dire que vous n'accueillez que des étudiants qui se posent la question d'une éventuelle vocation? Voilà, l'objectif d'une communauté, c'est accueil pour discerner la vocation. C'était les communautés. Et ensuite, on a un deuxième type de projets qui sont des foyers, qui sont moins exigeants, où on essaie de rendre un service pour les jeunes et puis aussi une présence de l'Église, mais qui est moins ciblée sur le discernement de la vocation. C'est-à-dire que donc, soit les jeunes font le choix de vivre au sein de la communauté et vivent avec vous, ou alors ils peuvent décider de vivre en foyer. En fait, il y a ces 2 formules. Les rythmes ne sont pas les mêmes et les exigences non plus. Est-ce que vous avez le sentiment que l'hébergement en foyer rassure aussi les parents? C'est vrai que parmi la multitude des demandes qui nous viennent, c'est souvent les parents qui appellent parce que la plupart des jeunes sortent un peu du milieu familial. Et ils sortent juste après leur bac. Donc c'est vrai que quand on est chez les pères, on sait qu'il y a un cadre, qu'il y a une structure, qu'il y a une présence et que ça peut rassurer parce qu'on sait que l'enfant, le gamin, en l'occurrence chez nous c'est des garçons, il est bien pris en charge. Anne-Marie, vos parents étaient rassurés de savoir que vous étiez quand même dans un cadre vous étiez bien encadré, bien entouré, que vous n'étiez pas toute seule. Oui, je pense qu'ils étaient rassurés surtout de me savoir pas toute seule, déprimée dans une petite chambre. Et puis ils me sentaient aussi épanouie. J'avais tout de suite des amis dès que je rentrais le dimanche soir, même les week-ends où on restait, parce que c'était beaucoup d'étudiants qui venaient de loin, donc ils rentraient pas forcément le week-end. Et c'est vrai qu'ils savaient qu'on avait toujours, en plus, un couple qui habitait sur place, donc qu'on pouvait déranger qui était vraiment disponible. Et si on avait le moindre souci matériel, ils étaient là aussi pour nous aider. Et donc on n'était pas seuls. Des libertés, mais pas trop, comme nous disait Thomas tout à l'heure. Vous aussi, vous aviez un couvre-feu au foyer Sainte-Thérèse. On n'avait pas vraiment de couvre-feu, même si on nous demandait, les responsables nous disaient ne rentrez pas à 2h du matin tous les soirs, mais c'était pour notre bien aussi. On avait aussi un badge électronique, donc ils pouvaient voir quand est-ce qu'on rentrait, et si jamais ils se rendaient compte que qu'on rentrait vraiment trop tard, ils pouvaient éventuellement nous faire des réflexions. Mais ce qu'ils nous demandaient aussi, c'était d'être là pour la messe une fois par semaine ensemble. Et puis on avait quelques soirées de foyer où il fallait être là pour la vie en foyer aussi, la vie en communauté. Mais j'ai pas eu l'impression de vivre vraiment beaucoup de contraintes.
Bon, c'est vrai qu'après, Pas plus que familialement, en fait. Pas plus que familialement, en tout à fait. vivant chez ses parents. C'est ça, voilà. Père Julian, c'est important de donner des règles aux étudiants au départ quand ils arrivent. Disons que comme tout groupe humain, il y a un ensemble, il y a une communauté, il faut certaines règles pour pouvoir vivre ensemble, sinon c'est pas possible. Voilà. Donc nous avons notre rythme des religieux. Voilà, une journée communautaire commence par la prière à 7 h du matin, là où j'en suis à 7 h du matin. On commence la prière de l'église, les laudes. Donc les jeunes qui vivent avec vous au sein de la communauté les jeunes qui viennent sont à la avec nous, prière. voilà, on leur demande, ça fait partie de l'exigence de la charte de la maison, qu'ils participent à la prière avec nous. Et donc nous faisons communauté ensemble. Et ceux qui sont à côté, dans le foyer étudiant, est-ce qu'ils peuvent aussi venir Voilà, ceux qui sont dans le foyer, ils sont beaucoup plus autonomes, on n'a pas du tout le même rythme, c'est juste un frère de la communauté qui est responsable du foyer, qui les accompagne, qui les rencontre une fois dans la semaine autour d'une célébration, d'un repas commun, d'une soirée, débat, discussion. Voilà. Mais le rythme est un peu différent. Quelle relation, Anne-Marie, aviez-vous avec les autres étudiants au foyer? Est-ce que finalement vous avez du temps pour vous voir? Alors oui, on avait beaucoup de temps, surtout qu'en fait, on habitait en face de la fac. Donc on était souvent au foyer, même aux pauses, pour prendre un café, on pouvait rentrer au foyer. Donc c'est vrai qu'on passait quand même beaucoup de temps ensemble, et plus particulièrement avec ceux avec qui on avait plus d'affinité forcément. Mais voilà, on pouvait se retrouver le soir entre filles pour prendre une tisane dans notre chambre. On n'avait pas le droit d'admettre des garçons dans nos chambres. Et voilà, on avait des salles communes aussi, tous les repas qu'on prenait ensemble. Donc oui, on passait quand même des lieux de vie ensemble. qui sont plus propices aussi à la rencontre, Tout finalement. à fait. Avez-vous bien vécu cette mixité dans le foyer? Alors moi, j'ai trouvé ça très sympa parce que ça mettait une bonne ambiance. On n'est pas qu'entre filles à se faire des petites histoires pour rien. Et après, c'est vrai que ça peut poser aussi des problèmes au niveau de l'encadrement parce que bon. Quel genre de problème? Racontez-nous. Par exemple, on n'avait pas le droit théoriquement de ramener des garçons dans nos chambres. Et ça, il arrivait que ça se passe. Et donc, le couple responsable du foyer nous prévenait que voilà, c'était normalement interdit. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile à gérer pour les responsables. Parce que c'est quand même sympa de se retrouver entre garçons et filles, même si on avait des lieux, des salles communes où on pouvait aussi se retrouver là. Mais on était... Je dirais l'inconvénient du foyer aussi, c'est qu'on est un peu tout le temps tous ensemble, avec tous les gens qu'on n'a pas forcément choisis aussi dans le foyer. Et donc c'est vrai que parfois on a envie de se retrouver qu'avec ceux avec qui on a des affinités. Et donc là voilà, ça pouvait se faire normalement qu'entre filles dans les chambres. Est-ce que c'est un peu comme une vie dans une grande famille avec ses avantages, ses inconvénients? Oui, si ce n'est que c'est vraiment une grande famille, parce qu'on était quand même une quarantaine d'étudiants. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de gens. Mais oui, il y a des inconvénients un peu qu'on peut retrouver dans la vie en famille. Sauf qu'on connaît moins les gens avec qui on est quand même. On n'a pas grandi avec eux. Vous disiez tout à l'heure que c'est pas toujours évident de vivre quotidiennement avec des gens qu'on n'a pas choisis. Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement? Alors on peut avoir des habitudes un peu différentes. Bon, comme on a chacun nos chambres, c'est vrai que c'est pas le plus difficile. Ce qui peut être, par exemple, on descendait le matin au petit déjeuner, on descendait dans la salle commune et on se retrouvait peut-être à côté de quelqu'un avec qui on n'avait pas forcément de lien d'amitié. Puis même le matin, on n'a pas forcément envie de parler avec les gens qu'on croise. C'est vrai que ça demandait un peu des efforts parfois, de voir celui en face de nous tremper son pain dans le café. On est là. Père Julian, je vous retourne la question. Est-ce que le contact avec les étudiants quotidiennement, est-ce que c'est toujours facile? Disons que nous avons une expérience de vie communautaire à l'Assomption. Donc ce que nous voulons partager, c'est la vie commune. Alors moi, religieux depuis quelques années, donc je commence à être au fur et à mesure façonné. Donc je sens moins les difficultés peut-être. Mais évidemment que je pense que c'est jamais facile de vivre avec une différence qui est des fois radicale. Nous sommes des Roumains, des Chinois, des Vietnamiens, des Français, voilà. Donc il y a toutes ces différences-là qui fait que dans le quotidien, on s'y frotte aussi les uns les autres de temps en temps. Il faut s'adapter d'autant plus. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que communautaire, d'accueillir ces jeunes? Moi, je crois qu'à l'expérience, ce qui fait pour nous d'abord, en tant que religieux, c'est notre fidélité à notre mission peut-être. Parce que les jeunes sont là avec nous, nous sommes toujours sous leur regard et qu'on ne peut pas tricher. Et ce que nous voulons leur transmettre, ce n'est pas tellement un discours sur Dieu ou sur l'Évangile, mais c'est une vie vécue. Dieu, il se vit, et nous voulons le partager dans le vécu concret du quotidien.
Et voilà. Ça vous met parfois à l'épreuve de votre vie communautaire? La présence de quelqu'un d'autre dans la maison, ça bouscule tout le temps. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas se poser, il faut toujours rester disponible et accueillant. Et puis j'imagine qu'il faut aussi s'adapter au mode de vie, au mode de Voilà, communication des jeunes. Et puis à savoir qu'une année, nous avons une équipe qui arrive, donc il faut recruter, il faut discerner vraiment les motivations qui sont pour savoir si le rythme de vie est adapté, s'ils veulent vraiment entrer dans le rythme. Et puis une année, ça fait une équipe, ensuite ils s'en vont, une autre équipe qui recommence. Et nous sommes sans cesse dans un recommencement. Anne-Marie, au foyer Sainte-Thérèse, il y a donc la vie avec les étudiants et puis il y a la vie avec les communautaires, puisque c'est un foyer de la communauté de l'Emmanuel. Quel contact aviez-vous avec ces animateurs de la communauté? Alors donc on avait un couple avec leurs 3 enfants qui habitaient à côté de nous, vraiment, hein, dans les locaux du foyer. Et donc là, on les croisait quand ils sortaient emmener leurs enfants à l'école. Et puis voilà, les petites filles couraient un peu dans la cour. Ça mettait une ambiance très familiale. Et après, comme c'était les responsables, on les voyait aussi pour des questions d'organisation pratiques dans les réunions de foyer. Et puis même quand on avait besoin d'aller leur parler, ils étaient là aussi. Et puis on avait 2 prêtres aussi qui habitaient dans le foyer. Et donc on pouvait rencontrer aussi très, très facilement. On avait donc la messe régulièrement et puis la prière des complis le soir qui nous était proposée. Donc on les rencontrait à ce moment-là. On pouvait se confesser très facilement. Franchement, c'est quelque chose que j'ai très bien vécu. Et c'est vrai que c'est quand on part du foyer qu'on se rend compte qu'on a pu ça d'accessible si facilement. Bien sûr, avec du recul, vous vous rendiez compte à quel point c'était important aussi cette dimension spirituelle, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que vous vous êtes senti accompagné dans votre vie de foi plus personnellement? Est-ce que vous pouviez, par exemple, discuter avec un frère et une sœur de la communauté? Alors, c'était pas proposé tel quel vraiment par le foyer, mais on pouvait vraiment, on avait tout à fait la possibilité de le choisir. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est vrai que j'avais plus d'affinité avec un prêtre, donc que je savais qu'il était sur place et j'hésitais pas à aller le voir souvent. Alors après, je ne sais pas si tous les gens du foyer ne l'ont pas forcément fait, mais je sais que si certains quand même se sont rapprochés de l'un ou l'autre. On avait aussi un monsieur qui habitait à côté, un communautaire, donc qui était veuf lui, et donc avait aussi une grande expérience dans sa vie de famille, de couple aussi, et qui était très disponible pour parler, de répondre à nos questions, qui nous invitait facilement à venir passer du temps avec lui. Et c'est vrai que c'était vraiment une grande richesse. Parmi les étudiants qui vivaient avec vous, est-ce qu'il y en avait qui étaient moins engagés et pour qui cette dimension spirituelle était plus compliquée à vivre? Oui, alors forcément, on n'était pas tous au même niveau dans notre foi ou dans notre vie de foi. Après, on était quand même très libres. Donc forcément, ils venaient à la messe quand la messe était obligatoire. Mais je pense que... je n'ai pas eu l'impression que ça soit vraiment un fardeau pour certains. Parce que... Vous en parliez entre vous? Oui, alors forcément, oui, on a des conversations, on admet avoir des conversations un peu profondes de temps en temps, bien que comme les temps de repas, comme on soit très nombreux, si on veut avoir des conversations plus profondes, c'est plus quand on est moins nombreux, à 2-3. Mais c'est vrai que oui, forcément. Puis on sait qu'on a un peu le même idéal quand même, donc ça... Juliane, est-ce que c'est important que l'Église soit présente pour accueillir ces jeunes et les accompagner dans leur premier pas de vie d'adulte? Je pense que la question ne se pose même pas. C'est un lieu surtout pas déserté. Et plus largement, est-ce que vous avez des contacts avec leur famille? Ça dépend, c'est très variable. Parce que souvent, j'essaie de voir les choses avec le jeune lui-même, pour voir ses motivations. C'est vrai que souvent, c'est les parents qui viennent, des fois, qui l'amènent. Voilà. C'est très variable d'une personne à l'autre. Il y en a certains qui sont très autonomes, qui viennent par eux-mêmes. On ne sait pas trop sur leur famille. D'autres sont les parents qui viennent, qui les conduisent. Voilà, on a des liens qu'on garde aussi dans la durée, des fois. Parce que moi, j'ai vécu à Lille pendant 6 ans. Donc, j'ai connu des générations des étudiants depuis 2001. Voilà, il y a des parents avec qui on garde le lien aussi dans la durée. Anne-Marie, est-ce que le fait de vivre avec d'autres vous a permis de prendre votre indépendance plus en douceur? Oui, bien sûr. Alors surtout qu'au niveau, par exemple, c'était nous qui devions faire nos repas.
Donc ça, c'est vrai que c'était nouveau puisqu'on débutait dans la vie étudiante. Et donc là, il y avait possibilité de se mettre un peu en binôme. Enfin, moi, j'ai rencontré une amie là-bas et on faisait notre nourriture ensemble. Et c'est vrai que ça apporte un côté sympa. Et puis, oui, on apprend aussi à l'autre. Voilà, on peut s'apporter chacune mutuellement des petits conseils pratiques. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Quel est le meilleur souvenir que vous garderez de cette vie en foyer? Alors j'ai passé des super temps entre amis. Voilà, le soir, on se retrouve en bas quand on n'a pas envie de travailler, on a des discussions, enfin, on rit beaucoup aussi parce que voilà, il y a beaucoup de vie. C'est vrai que ça, c'était vraiment super d'avoir beaucoup de vie dans le foyer, même vie familiale avec la famille qui habitait à côté. Puis voilà, vie de foi aussi avec les temps de prière qui étaient proposés, ce qui était assez fondamental quand même. Et puis voilà, puis une bonne ambiance générale. Voilà, on n'était pas perdus au milieu de la fac, on se retrouvait entre gens du foyer, même à l'intérieur de la fac, et c'était vraiment sympa. Jean-Louis, on sent que c'est un vrai soutien finalement, ces foyers qui sont proposés aux étudiants. Il doit y en avoir beaucoup plus. Oui. Je retourne sur la question là, de l'utilité, de la place de l'Église dans cette histoire de jeunes. L'Église, elle est mère et éducatrice, et donc si elle est mère, elle est là d'abord, elle a été à la pointe socialement pour toutes les écoles, universités, tout accueil de personnes en difficulté. Donc elle a toute sa place en tant que, dans sa fonction maternelle, dans l'accueil de tous ces jeunes qui, à un moment encore relativement précoce de leur vie, on est encore jeunes quand même, débarquent dans des villes qu'ils ne connaissent pas, où il y a peu de gens, donc sont un peu désorientés, donc ont besoin peut-être d'un petit nid douillet pour faire le passage de la vie à la maison à la vie étudiante, puis professionnelle, pour se lancer. Donc ça, c'est le rôle un petit peu maternel de l'Église. Puis il y a le rôle éducateur de l'Église, et je crois que c'est une opportunité pour l'Église et pour les jeunes. Pour l'Église, parce qu'encore une fois, elle accomplit sa fonction d'éducatrice, elle permet à des jeunes, tout doucement, éventuellement, s'ils le désirent, parce qu'on respecte leur liberté, mais de rendre leur foi peut-être plus intelligible et de le faire de façon communautaire, en se confrontant à la foi des autres, à la vie des autres, parler de la vie, du vécu. Bon, donc ça c'est une première chose. Et puis pour les jeunes, ça peut être, si le foyer est vraiment animé correctement, où je voyais l'exemple de Saint-Léon que je connais bien, où il y a vraiment un engagement demandé aux jeunes dans la vie de la paroisse, on permet à ces jeunes, on leur donne en tout cas l'occasion éventuellement d'entrer en discernement, parce qu'on parlait tout à l'heure du discernement d'éventuels futurs prêtres ou religieux, ce qui est très important, mais tout laïc, tout chrétien, tout baptisé, a un discernement à faire sur la vie qu'il va avoir, sur la vie chrétienne ou non qu'il va avoir, et s'il décide de suivre le Christ, est-ce dans le mariage, est-ce dans le célibat, dans quel domaine? Et ça, je crois que les familles d'abord, qui sont les premiers éducateurs, les parents sont les premiers éducateurs, et ensuite ce genre de lieux que sont les foyers chrétiens, sont là, ont vraiment un devoir d'aide au discernement spirituel pour engager ces jeunes sur des voies définitives qu'ils vont prendre, parce que le mariage, c'est une voie définitive, et le célibat, c'est une voie définitive, être religieux, c'est une voie définitive. Donc c'est vraiment, à mon avis, un créneau énorme, qui n'est pas un créneau commercial, mais qui est un créneau spirituel pour l'Église de France. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en France, je pensais qu'il y en avait plus, et je découvre que finalement il n'y en a pas tant que ça, et qu'il se multiplie en effet, que les communautés nouvelles se lancent dans cette histoire, et je crois qu'il y a vraiment une grosse présence d'Église. Et alors, dernière chose, on touche toutes les couches, on peut toucher toutes les couches sociales. Et ça, je crois que c'est très important aussi. Alors, le prix est un petit peu embêtant. Je terminerai en disant que dans tous les diocèses universitaires, où il y a des grosses universités, il y a un gros effort qui est fait par les aumôneries pour aider financièrement les jeunes qui ne peuvent pas assurer le loyer de leur chambre de bonne ou le loyer de leur chambre de foyer. Merci voilà. Jean-Louis, merci Juliane, merci Anne-Marie d'être venue témoigner un petit peu de votre expérience. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée, au revoir.